Martin, je te laisse le. Super. Merci Noam et merci beaucoup de nous accueillir et merci à la communauté. C'est toujours sympa, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, je vais passer le slide suivant. On va voir que ça va nous rappeler des bons souvenirs. Je me suis mis là quand on était tous ensemble, quand on pouvait se coller. Ça fait toujours du bien. Et ça nous manque un peu. Le thème d'aujourd'hui, et comme on n'est pas hyper nombreux, on doit être une petite vingtaine, ce qui est déjà pas mal, mais je propose que vous posiez vos questions au fur et à mesure, qu'on fasse comme dans les VMUG où ça soit beaucoup plus interactif et que ça soit pas juste un long monologue. L'objectif, là, c'est de vous présenter la V8 et de parler aussi d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est toute la partie, on va dire, rationalisation, retour sur investissement et tout ce qui va permettre de mieux piloter pour analyser les coûts d'une VM et optimiser tout ça parce qu'il y a beaucoup de leviers d'optimisation et vous verrez que pour ceux qui connaissent déjà DCScope, l'outil fait bien le taf, mais avec la V8, ça le fait encore mieux. Et toute l'équipe a bien bossé. Donc, encore merci beaucoup à la communauté VMUG France et VMUG International parce que on essaye d'en faire un petit peu, mais même si on ne peut pas se déplacer en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Bon, l'historique, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc on est une boîte française, on est né du monde du Green IT, on est issu de la recherche à l'école des mines de Nantes, l'IMT Atlantique. Ce que je dis toujours, entre 2011 et 2015, on avait un super produit, mais qui n'était pas un vrai besoin, qui était issu de la recherche. On pouvait déplacer les VM à chaud et arrêter ou redémarrer les serveurs physiques. On a gagné plein de prix, tous les labels qu'on pouvait avoir, mais on ne vendait rien. En fait, on a pivoté en 2015 en constatant que la virtualisation, tout le monde s'était virtualisé, quasiment tout le monde sous VMware. Et dès qu'on a beaucoup de machines virtuelles, et beaucoup, ils commencent autour de 30-40, d'autant plus quand on a des centaines, voire des milliers, si on n'a pas un outil au-dessus du VMware, on a des VM qui tournent pour rien, des VM surdimensionnés. En bref, on ne pilote pas bien la virtualisation. Et il y a beaucoup de leviers d'optimisation derrière, à la fois des gains de capacité, mais des gains de gestion en temps. Et c'est bizarre, depuis qu'on fait ça, là, on marche bien, on marche très bien. Et on enrichit tous les ans, même tous les 6 mois, des CSCOP avec les retours d'usage, les cas d'usage remontés des partenaires et des clients. Et vous allez voir que la V8 va vous rappeler pas mal de choses, à la fois sur le look, mais aussi sur toutes les fonctionnalités qu'il y a derrière. Elle est très, très riche. On l'a déjà montré en avant-première avec pas mal de blogueurs qui nous ont dit, bon, pour l'instant, on a des très, très, très bons retours. Pour l'actualité, on se développe en France avec de plus en plus de partenaires. On dynamise le réseau de partenaires. Et à l'international, pareil, on est en train de sélectionner des distributeurs dans tous les pays d'Europe et voir plus loin. Et ça se développe bien, même si le Covid ne nous facilite pas la tâche pour se déplacer. On a des clients dans tout secteur. Ce que j'aime bien raconter, c'est que c'est vraiment pas sectorisé du tout. Ça va des collectivités, des petites mairies jusqu'à des groupes internationaux, des hébergeurs qui utilisent la solution pour eux ou pour leurs clients, des industries, des banques, des universités. C'est très, très, très varié. Je répète à chaque fois la même chose, mais on a le centre Pompidou, le musée du Louvre comme clients, qui sont des très bons clients. Mais c'est très varié et très intéressant. Notre reconnaissance, voilà, on était au VMworld 2019, le dernier VMworld. Là, on a été identifié comme New Innovator par par VMware plutôt. Donc, ça nous a permis d'avoir un stand. On était le seul éditeur français au VMworld en 2019. On espérait retourner dès que ça ouvrira ses portes, parce que c'était quand même très sympa. Et on participe à tous les VMUG quand on peut, avec la communauté, parce qu'on aime beaucoup les retours des experts et toute cette proximité qu'on a avec le VMUG. Notre savoir-faire, vous le connaissez, c'est tout ce qui est pilotage, virtualisation VMware et Green IT. On verra qu'on a ces deux casquettes. J'en reparle un peu plus que ces derniers temps parce que depuis un an, on a beaucoup d'appels entrants sur ce sujet-là. Là, je fais un petit aparté. Pourquoi on a beaucoup d'appels? Parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de directions générales qui mettent en place des plans de développement durable. Ces plans de développement durable, ils sont déclinés par service. Et donc, les DSI doivent mettre en place des indicateurs et des axes de progrès. Nous, on verra là dans la V8 qu'on est capable de sortir des indicateurs que vous n'avez pas actuellement, à la fois sur l'impact environnemental complet de vos serveurs et des leviers d'optimisation derrière. Les forces de la solution, on va revenir dessus, c'est que
Si jamais vous voulez la tester, si vous ne l'avez pas encore testé, c'est que vous allez sur notre site, vous l'installez, ça s'installe en 15 minutes. C'est non intrusif, on ne met pas d'agent, on va se connecter au vCenter, à plusieurs vCenter. Il y a zéro risque. Une fois qu'on est connecté au vCenter, on va stocker dans notre propre base de données tous les compteurs à la minute. On est la solution qui garde la granularité la plus fine. Ça, c'est hyper important pour les recommandations, évidemment, mais aussi comme élément de communication et de preuve. Quand on vous dit, souvent l'infrastructure est pointée du doigt, on dit c'est le problème de l'infrastructure, ben, on dit ben non, c'est pas là. On voit bien que dans nos courbes, c'est pas là le souci. Oui, effectivement, on a eu un problème à telle date. Et là, on a tous les éléments de preuve pour bien montrer ça. Notre force, et c'est reconnu même par des gens de VMware, c'est que notre outil est très intuitif et facile à utiliser. Développer à partir des besoins clients, j'ai déjà cité, mais c'est important. Et si jamais vous devenez client ou si vous êtes partenaire, on vous engage tous à nous remonter vos besoins, vos cas d'usage. Un autre point qui est important, c'est qu'on s'adresse à la fois aux techniques, aux administrateurs système, aux architectes, mais aussi aux managers. Et ça, c'est un point qui est important aussi, c'est que nous, on a des DSI, des responsables d'infrastructure qui utilisent la solution pour valider un capacity planning, pour faire un budget, pour voir combien leur coûte leur VM. Et ça, c'est un point très important. Et comme on est en lecture seule sur le vCenter, ben, ils ne vont pas faire de problème, ils vont rien casser. Et ça rassure beaucoup les managers et ça rassure beaucoup aussi les techniques qu'ils n'aient pas la possibilité de tout casser. Solution au juste prix qui apporte un retour sur investissement. On verra que, vous l'avez vu, que la solution s'installe facilement, elle est facile à prendre en main, donc le coût d'acquisition est faible, à la fois le coût de licence et le coût d'acquisition. Et derrière, on va gagner en capacité, parce qu'on va éviter de racheter des serveurs, on va optimiser, mais on va aussi gagner beaucoup, et ça c'est le point qui remonte de plus en plus par nos clients, en temps, sur la communication entre équipes, sur l'identification des problèmes, sur plein de cas d'usage qu'on va voir un peu plus loin. Nos modules, les modules, il y a du monitoring, de l'optimisation, de l'alerting, du troubleshooting, du capacity planning, du cloud pricing, mais cloud pricing à la fois du cloud interne et du cloud externe, qu'on verra, et tout ce qui est report et documentation, avec toute une couche Green IT qui pilote tout ça aussi. N'hésitez pas, s'il y a des questions dans le chat ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me les poser. Les cas d'usage de DCScope, on va vite aller dans la démo. De l'aide à la décision. Est-ce que je suis capable d'intégrer un nouveau projet en 2 clics? On le fera tout à l'heure. On est capable de voir ça passe pas. Mon PCA, il tient pas. Je me pose la question d'aller dans le cloud public. Déjà, combien ça me coûte en interne? Combien ça me coûterait si je devais aller dans les différents clouds publics? Est-ce que j'ai des VM utiles, pas utiles? Ça, en 2 clics, je sais et j'identifie les VM inutiles. Si je dois rationaliser un data center entre plusieurs infrastructures, là, je vais valider ça en 2 clics aussi. Tout ce qui est communication, pilotage, je peux faire des rapports financiers, des rapports Green IT, des rapports pour ma direction, des validations budgétaires. J'ai le coût environnemental de mes projets, de mes VM. Ça, par exemple, on a Pôle emploi qui utilise notre solution pour afficher les coûts environnementaux de leurs services informatiques. Ils savent que nous, avec DCScope, on affiche l'impact environnemental de toutes les VM. Ils connaissent chaque service, c'est un groupement de tel VM. Hop, automatiquement, ils ont le coût environnemental. Ça, c'est nouveau, mais ça revient de plus en plus. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. Tout ce que document de communication, et puis l'analyse et la validation de conformité. J'attribue le juste ressources par rapport à ma charge de travail. J'optimise les performances, j'anticipe des problèmes, on verra tout ça. Je peux faire de la corrélation entre VM, entre ESX, entre VM et ESX. Et puis tout ce qui est validation de conformité, mon PRA, est-ce que j'ai du gaspillage, est-ce que j'ai des éléments de preuve par rapport à des éditeurs Oracle, par exemple, ou même de l'alerte. N'oubliez pas, vous avez 30 jours d'essai gratuit si vous voulez l'essayer. Donc, vous allez sur notre site, vous l'installez et en 2 clics, au bout de 2 jours, vous avez déjà des DCScope qui tournent et c'est fonctionnel. Si on reprend le sujet d'aujourd'hui, outre le fait de parler de la V8, c'est que analyser le coût économique et écologique des infrastructures VMware. Pourquoi? Parce que le contexte actuel, ceux qui souffrent du Covid ou de la crise, les budgets ne sont pas extensibles, donc il y a une pression économique
Il faut optimiser et pas forcément toujours plus. Il y a aussi l'aspect écologique qui est lié, on verra très, très, très fort par rapport à ça. Il y a le contexte aussi, je dois prendre des décisions et des éléments à communiquer. Ce que je disais tout à l'heure, combien ça me coûte en interne. Je veux savoir combien me coûtent mes VM, mes projets. Si je dois basculer dans le cloud public ou je dois hybrider, il faut que j'ai des éléments de décision par rapport à tout ça. Et nous, notre approche, c'est que, je pense que vous êtes d'accord avec ça, il est possible d'améliorer que ce que l'on mesure. Et on prend conscience de ce que l'on mesure. Donc, on va être bien. Comme on mesure finement et qu'on analyse finement, on est capable de bien connaître les usages et leurs capacités réelles et toutes les vraies fonctionnalités de tout ça. On va voir dans la VM de démo, qui est des cas réels, tous ces cas d'usage. En bref, c'est mesurer pour prendre conscience, communiquer, décider et agir pour optimiser, en fait. Et nous, notre credo, c'est que derrière chaque coût économique, on le verra, il y a aussi un coût écologique et les deux sont liés et on va optimiser tout ça. Un dernier point, n'hésitez pas à aller sur notre site. On a mis aussi une calculatrice ROI qui permet de bien montrer quels sont les gains. Vous allez rentrer quelques éléments, combien vous avez de VM, combien il y a de serveurs qui portent, quel est votre taux de progression en nombre de VM, combien il y a de personnes qui gèrent. Et on vous fait une simulation très rapidement, et ça se compte en mois, du retour sur investissement. Je vais aller sur DCScope. Alors, où est-ce qu'il est mon DCScope? Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? DCScope, est-ce que tout le monde voit mon écran? Noam, si tu m'entends. Yes, super. Donc là, vous êtes sur la V8. Alors, le look and feel a un petit peu changé, mais pas tant que ça. C'est ce qu'on nous a dit, tous ceux qui connaissaient la V7, c'est qu'ils ont dit c'est super, c'est qu'on on retrouve la logique, mais tout n'est pas complètement bouleversé. Donc, pour rappel, une fois qu'on est connecté au vCenter, à plusieurs vCenter, au bout de 2 jours, on a déjà ce type d'écran qui apparaît sans avoir fait aucun paramétrage. Les paramétrages qu'on va vous engager à faire, c'est créer des filtres. Je vais pouvoir créer des filtres, c'est-à-dire je vais pouvoir aller sous des sous-éléments, que souvent, soit un regroupement de VM ou un regroupement temporel, ou un regroupement temporel. Je veux analyser mon cluster 4 que sur les jours de semaine, lundi, vendredi, 8h, 18h, je peux. Je veux analyser mon cluster de recettes que sur la période de Noël, ou sur mon cluster de prod que à Noël, quand il y a une forte saisonnalité, j'analyse et tout est recalculé en fonction de mon filtre. Ça, cette logique-là, c'est toujours la même et elle fonctionne très bien. Et ça permet de faire des tonnes de choses grâce à ça. Ce qu'on a changé, entre autres, c'est l'interface. Vous verrez, on se retrouve, pour info, on est sur du Clarity derrière, Angular Clarity, c'est comme le vCenter. Donc, c'est pour ça que vous allez être très proche sur toutes les fonctionnalités. En haut, à gauche, vous avez toutes les fonctionnalités. Et à gauche, en haut plutôt, vous avez toute la partie, je vais me balader entre mes data centers, mes clusters, mes serveurs, etc. Je peux très rapidement aller sur le tree map et on verra que le tree map, il a été modifié. On va voir, là, on est sur une infrastructure qui est importante. J'ai l'effet démo, ça. Ici, je retrouve mon infrastructure et je vois automatiquement quels sont les plus gros clusters, ça dépend de ma taille, quels sont les plus gros serveurs et à chaque fois les VM en interne. Et si je veux analyser que le cluster 13, je clique sur le cluster 13, j'ai plus que le cluster 13 qui apparaît. Et je peux même zoomer si je reclique dessus. Mais je peux aussi très rapidement me dire, voilà, sur le cluster 13, j'ai toutes mes VM, mais je veux voir que les VM qui ont plus de 5 gigas de stockage ou plus de 4. Hop, je fais ça, j'active le filtre. Et automatiquement, j'ai ça qui apparaît. Et derrière, je peux aller sur les graphes associés, me balader entre différents graphes et tous les différents éléments. Tant que je suis sur les graphes, je ne vais pas prendre cette VM-là, je vais en prendre autant que je veux. Sur les VM, je vais prendre de VM 252. Je peux paramétrer aussi par défaut les compteurs que je veux apparaître sur mes graphes. Je peux, comme avant, corréler une VM ou avec un serveur physique. Je sais que ça tourne sur le serveur physique 9. Je vois là très rapidement donc, mes courbes de RAM active, de CPU ready. Là, je veux zoomer ici, je vois très bien que la corrélation entre ma VM et mon serveur, on voit vraiment que c'est cette VM-là qui impacte sur le serveur physique. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, et ce qui était demandé et qui plaît beaucoup, c'est qu'on peut tout merger sur un même graphe. Hop. Au lieu d'avoir les différents trucs. Et maintenant, on peut corréler, zoomer et tout merger sur un même graphe. Ça plaît beaucoup aussi.
Ça, ces éléments-là, c'est vraiment super pour les administrateurs pour valider que, identifier des problèmes et où les surdimensionnements et où les faibles activités à tous les niveaux. Je retourne sur le dashboard. J'étais sur le data center. On peut avoir le diagramme de flow qu'on avait avant, mais qu'on a changé un peu. Pareil avec la taille des traits qui correspond, qui est rattachée à quoi. Je vais voir que le data center 5, vraiment beaucoup d'interactivité. Pareil, on a les vues cluster, on a les vues serveur, à chaque fois sur les vues cluster serveur, on va avoir la synthèse avec tous ces éléments, mais aussi avoir ce qu'on appelle weekly consumption, monthly consumption, yearly consumption. Ça, c'est intéressant, c'est qu'on va analyser jour par jour, heure par heure, quand est-ce que ça tourne, par critère. Donc là, je suis sur. Et là, ce qui est marrant sur ce serveur, j'ai pris un au hasard, on voit qu'il tourne beaucoup plus le dimanche et en week-end. Et en semaine, il tourne beaucoup moins. Ce que j'aime bien aussi, si je me balade sur une VM, la VM 252, hop, j'ai sa carte d'identité de la VM. J'ai le weekly consumption aussi. Et je vois celle-ci, ce qui est sympa, c'est qu'en un coup d'œil, je sais que cette VM-là, on voit qu'elle ne tourne que du lundi, vendredi, que du 8h, 18h. Donc clairement, cette VM-là, si je dois me poser la question, est-ce que je dois l'arrêter, la redémarrer, je sais quand est-ce que je peux l'arrêter, la redémarrer sans problème. Si je dois la basculer dans le cloud public, je sais que cette VM-là, ça ne sert à rien de la facturer, qu'on la fasse tourner 24/24, 7 jours sur 7. Si jamais je la garde en interne, je ne veux pas l'arrêter, la redémarrer, je peux aussi décider de mettre cette VM-là qui tourne en journée avec des VM qui tournent plutôt la nuit ou le week-end, etc., etc. Ça, ces vues visuelles, elles plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a ce recul qu'on n'a pas au Simon et ça permet de prendre vraiment les décisions. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça, mais je continue la démo. Ça fait un petit refresh pour ceux qui connaissaient la V7. Ici, on est sur le data center avec global. Donc, on peut travailler par filtre. Et donc, si je veux aller sur un filtre, hop, je vais sur cluster 4. Et j'aurai que le cluster 4 qui va tourner. Là, il y a le zoom qui me perturbe. Sur ça, donc là, je suis sur le cluster 4. Après, avec la V8, ce qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on peut aussi donner des autorisations, des droits à certains utilisateurs. Avant, on pouvait limiter par rapport à des sous-ensembles par filtre. Il pouvait voir que le cluster 4. Et là, maintenant, on peut aussi lui dire il pourra voir que le dashboard. Il pourra voir que les aspects KPI, parce que c'est un manager. Il pourra voir que la partie Green IT, parce que c'est le responsable Green IT. On peut limiter ça. On peut également, une fois qu'on est ici, avoir l'état de mon data center. Pour rappel, les codes couleurs. Là, ce sont toutes les VM actives. Jaune, VM verte, plutôt ces VM qui sont bien dimensionnées. Entre l'allocation et l'usage, c'est suffisant. Ce n'est pas trop, mais c'est suffisant. Généralement, on a 80% de VM surdimensionnées, c'est-à-dire jaune et rouge. Jaune surdimensionné, rouge des VM qui font rien quasiment tout le temps. Sur toutes ces VM-là, on va voir la partie recommandation. Vous voyez, pour ceux qui connaissaient la V7, on a revu la recommandation. On va pouvoir optimiser toutes celles qui sont potentiellement inutiles. On va pouvoir redimensionner et on va pouvoir consolider. Ici, on a tout de suite sur le sizing le top 10 en CPU, en RAM et en disque. Si on prend le détail, on va avoir les préconisations de redimensionnement. On va enlever des CPU. Pareil pour la RAM, pareil pour le disque. Et pareil, comme avant, on peut exporter un script PowerShell pour appliquer les recommandations côté vCenter. Pour rappel, ça ouvre un script, ça crée un script complètement ouvert que vous allez pouvoir modifier ou installer, planifier côté vCenter pour mettre en place les optimisations avec un arrêt propre et redémarrage des VM. Je continue. Vous voyez, c'est hyper fluide et simple. Je pense que ceux qui connaissent un petit peu le vCenter se retrouvent aussi avec tous ces éléments. Première colonne, état de mon data center. Deuxième colonne, le capacity planning. Toujours pareil, la tendance, combien je peux créer de VM sur plusieurs critères. Le module ici. Alors, on l'a un petit peu modifié. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas DCScope, vous voyez quand on a les données d'allocation ici, les données de consommation, ma tendance, quand est-ce que je serai à saturation. Et là, je vais faire une simulation. Et là, on est sur des cas d'usage réels. Je vais créer un nouveau projet.
Donc ça, je prends des VM que je connais. Soit je prends une VM moyenne. Je peux tout simuler. Je peux même en parallèle me dire, hop, je vais supprimer celle-là. Donc là, je vais créer ce projet-là avec ces 10 VM-là. Je supprime cette VM-là. En parallèle, je veux que j'ai ma notion de point de continuité. Donc ça doit tenir, même si je fais tomber 2 serveurs physiques. Je fais tomber mes 2 serveurs physiques. Je lance ma simulation. Et donc là, il va me créer ce projet-là. Il va me supprimer cette VM-là. Il va me supprimer ces 2 ESX, déplacer les VM qui sont ici sur les 2 autres ESX. Et tout de suite, il me dit c'est rouge. Et il me dit il manque de la RAM. Juste pour info, par rapport à la V7, pour avoir quand on manquait de RAM ou manquait d'une ressource, il fallait exporter le PDF. On était obligé de sortir ça. Là, on a les mêmes infos quand on les ressort le PDF, mais on a en un coup d'œil, sans avoir besoin de sortir le PDF, les informations. Mais l'outil Capacity Planning est toujours aussi simple, aussi efficace. Je continue. N'hésitez pas à intervenir, poser des questions, faire des remarques. On est comme si on était au VMUG en présentiel. Il faut que ça soit dynamique. Martin, sur la partie VSAN, vous avez des... Ah, pardon, je t'entends pas. Allô? Attends, je vais mettre plus fort. Attends, je vais mettre plus fort de mon côté. Hop. Je crois que c'est peut-être bon. Voilà, c'était. Vas-y, ouais. C'est bon. Martin, sur la partie VSAN, vous avez des dashboards dédiés ou pas? Sur la partie VSAN, on a des compteurs spécifiques, ouais, sur le VSAN. Ouais, on a des compteurs spécifiques VSAN, tout à fait. On avait déjà dans la V7, qu'on n'a pas amélioré dans la V8, mais on a déjà des compteurs spécifiques dessus. Ouais. D'accord, c'est quoi? C'est des dashboards ou c'est... Non, c'est dans la vue cluster. Alors, il faut que je me retrouve je t'avoue, dans le truc. Hop, dans la vue cluster, normalement, s'il y a du VSAN, ici, quand il y a du VSAN, par exemple, il y a un petit bouton en plus et ça nous ressort des compteurs spécifiques VSAN. D'accord. Ah, c'est détaillé, enfin, c'est sur les resynchronisations, les choses comme ça, on a des infos détaillées ou des graphes détaillés ou pas? C'est des graphes détaillés, ouais, spécifiques là-dessus. Ouais. je ne veux pas te dire de bêtises sur les compteurs qui sont remontés dessus. Ouais, tu l'as pas en démo là sur. Non, parce que c'est un. Je suis désolé. C'est une base où il n'y a pas de VSAN. C'est pas grave. Mais ouais, on a des compteurs spécifiques sur le VSAN. Et justement, ça, c'était Noam qui nous avait fortement conseillé de rajouter des choses sur le VSAN. Je ne sais pas pourquoi il nous avait dit ça. Ça nous a été poussé par pas mal de blogueurs et d'experts suite au VMUG. Pareil, s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Je continue. Et désolé, j'essaierai de répondre mieux les prochaines fois, mais là, c'est la base de données où il n'y a pas de VSAN. Troisième colonne, c'est tout ce qui est levier d'optimisation et coût. Toujours pareil, on dit voilà, sur cette base, sur cette infrastructure, sur le cluster 4, il y a 4 serveurs qui tournent, avec toute la partie grise, c'est ce qui est non utilisé. Si on optimise au mieux de mieux, on pourrait tout faire tourner. On ne pourrait pas descendre en dessous de 2 serveurs, etc. Même en redimensionnant et en supprimant certaines VM inutiles. En dessous, on a toujours quelque chose qui plaît pas mal et chez beaucoup de clients, on leur pose la question, est-ce que vous savez combien vous coûte une VM en interne, combien vous coûte un projet? Et c'est toujours délicat d'avoir ces éléments-là. Et ça, on a pas mal vendu grâce à ça. Nous, derrière, toujours pareil, on a travaillé ça avec des clients. On va vous demander plusieurs coûts. Un coût fixe à la VM. Chaque VM va coûter 200 euros. Généralement, c'est combien je passe de temps divisé par le nombre de VM, parce que ça c'est pas dépendant de la taille de la VM, c'est pas dépendant du fait qu'elle soit arrêtée, démarrée. Elle est là, elle a un coût fixe. Je suis pas obligé de le mettre. Après, j'ai un coût giga de stockage, soit il est global par Datastore. Et après, j'ai combien me coûte un ESX à l'année. Et j'ai l'amortissement du matériel, etc. Ça, derrière, soit on le met globalement, soit on peut rentrer dans le détail. Donc, là, je suis que sur ces serveurs, donc je peux modifier serveur par serveur. Mais imaginez, je suis l'ensemble de mon infrastructure, je veux aller plus loin. Ben là, je peux optimiser, ça c'est pareil dans la V8. Je veux modifier tous les serveurs où il y a un dedans. Pardon. Hop, je fais ça. Et hop, ils ont tous été cochés par défaut. Et je modifie mes coûts ici et ils vont être tous appliqués sur l'ensemble du temps. Je ne vais pas le faire ici parce que ça va prendre un peu de temps. Et là, ça permet d'aller très finement et de modifier ça beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ça, c'était une demande qui avait été faite par pas mal de clients. Donc derrière, je reviens. Une fois qu'on a calculé nos coûts, ça permet d'avoir le coût par projet, par filtre. Et derrière, j'ai le détail VM par VM. Je peux exporter. Et toujours pareil, la partie gaspillage, c'est une autre façon de visualiser les jaunes et les rouges.
Et c'est une autre façon pour aller dans les organisations et faire bouger les choses. Ce que je dis toujours, quand il y a des VM surdimensionnés, souvent c'est de côté études ou côté éditeur qu'ils ont demandé des grosses VM. On a créé la VM, elle est grosse, elle est importante, elle est rouge, elle est très peu utilisée, mais quand on veut la redimensionner, ils disent non, non, on n'y touche pas parce que ça marche bien. Par contre, quand on dit voilà combien elles surcoûtent, ces VM qui sont surdimensionnées, le levier pour aller faire bouger les choses est beaucoup plus fort. C'est bizarre, mais quand on parle euro, les choses bougent un peu plus vite. Ça, c'est les coûts internes. Et toujours, on a le module Cloud Pricing qui est optionnel, et on a rajouté le My Cloud Pricing qui est nouveau, où ici, pour rappel, comment ça marche, nous, on va croiser l'infrastructure, votre infrastructure, ou l'infrastructure du client, avec tous les clouds publics, tous les clouds publics, avec Amazon, Azure, Google et OVH. On a la vision des catalogues de ces différents providers, et on va croiser au mieux les types de VM qu'on a côté client avec le type de VM qu'il y a chez Amazon, Azure, Google et OVH. Voilà, pour une fois, je vais prendre Google, ça changera, parce que d'habitude, je prends toujours Azure. Et là, on voit automatiquement que si je devais aller sur Google, je devrais avoir tel type de VM et tel type de stockage. Et j'ai le détail VM par VM. Et derrière, je peux modifier en disant je veux faire une réservation un an, je peux aller, je suis data center de Francfort, ben moi je vais plutôt aller sur celui de Londres, etc., etc. Je peux changer automatiquement. Et si j'applique les recommandations, ben derrière, je vais avoir le nouveau prix en fonction des recommandations d'optimisation qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Une petite question, comment il y a Fabien qui pose la question à savoir si tu as un module aussi pour NSX. NSX, pas encore. Ouais. Spécifique NSX, non. Ok. Ça, mais pas NSX. Par contre, Ouais. en avant-première, je vous annonce qu'on vise à la prochaine release d'avoir un module un peu comme VRNI, pour ceux qui connaissent, un VRNI-like, mais beaucoup plus simple. D'accord. Où on sera capable de savoir quelles sont les VM qui communiquent entre elles, quels sont les flux entre VM, etc. Les dépendances. Ok. Ouais, exactement, toutes les dépendances, et on est là-dessus. Et on travaille et ça va nous apporter encore beaucoup de richesses par rapport à ça et d'éléments. Et je sais que c'est un besoin qui remonte beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous confirmez de votre côté, mais c'est une bonne idée. Donc là, on travaille dessus et on a déjà pas mal avancé. Il y a encore du boulot, mais on a déjà des très beaux résultats. Pour info, Alexis, que vous connaissez, qui est souvent au VMUG de Keops, on lui a déjà montré, il était plutôt, il nous avait suggéré des choses et on a déjà fait pas mal de choses. Voilà, pour vous dire qu'on continue à bosser. Ce n'est pas parce qu'on a sorti la V8 qu'on va s'arrêter. On a plein de sujets. Pareil, si vous avez d'autres sujets à nous remonter, on est à fond sur tout ça. Sur le cloud pricing, on a rajouté aussi My Cloud Pricing. Alors, c'est quoi? Pourquoi My Cloud Pricing? C'est, imaginez, vous êtes hébergeur, vous êtes partenaire, vous voulez migrer un client pas forcément dans les cloud providers, mais chez votre propre hébergement. Là, vous allez pouvoir créer vos propres templates et modèles de VM. Je m'explique. J'édite et je vais créer des VM de type small, medium, big, etc. Je crée tous mes prix et en face, je mets les prix que je veux en face par rapport au type de modèle. Je me crée autant de modèles que je veux et ça va être la même logique que ce qu'on a ici, c'est qu'on va croiser le modèle du client avec My Cloud Pricing et on va avoir le coût en face. Bon là, on a fait un truc très simple et automatiquement, ça nous a croisé les prix. Est-ce que ça vous va, ça? N'hésitez pas, hein. Je continue, j'y vais. Donc là, Attends, j'ai une question, c'est Eric. Ouais, Martin, j'ai vu qu'il y a, enfin, on sait déjà, il y a pas mal de choses sur les capacités. Ouais. Mais spécialement sur le stockage, est-ce qu'il y a des indicateurs qui vont nous permettre de savoir qu'il nous manque des choses, mais au niveau performance? C'est souvent c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire que on a pas mal de capacités, mais en fait on a des blocages au niveau perf. Et aujourd'hui, dans vSphere, c'est quelque chose qui est applicable dans les configurations de clusters. Et là, si on fait par exemple une simulation,
Dans le capacity planning, par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Là, ça ne va pas te dire si ça va juste te dire oui, ça tient, non, ça ne tient pas. Ça ne va pas te dire vous allez être en contentieux. On va respecter ici. Si tu tiens ici, c'est que tu respectes tes critères d'allocation. Donc, tu t'es fixé, par exemple, 4 VCPU par cœur logique, quelque chose comme ça, ou 100% en RAM. Là, il va te dire oui ou non, ça passe. Et si tu dépasses ton critère d'allocation, il sera en rouge. Il te dira ce qui manque. Là, si c'est d'un point de vue consommation, il va te dire globalement, si c'est en rouge, c'est que ça passe pas. De toute façon, c'est que tu peux pas. C'est même impossible. Mais il va pas, ta question est bonne. Derrière, c'est plutôt dans le troubleshooting qu'on va voir ces problèmes de contention et tout ça. Mais on va pas simuler post-simulation. C'est troubleshooting. Je sais pas si j'étais clair là-dessus. Ok. Ouais. Mais ça serait super. C'est vrai que oui, c'est une bonne idée. Mais ça, on ne le fait pas. Là, j'étais sur le dashboard. Après, on a toute la partie recommandation que j'ai montrée, le graph on demand qui va loin, le capacity planning, tout ce qui est troubleshooting. On l'a redesigné, le troubleshooting. Je ne sais pas vous rappeler, avant, on n'avait que des flèches ici. Là, on l'a à la fois sur les flèches, mais avec tout de suite, ça apparaît quels sont les problèmes. Là, celle-ci, on a celle-ci le problème. On voit que c'est plutôt un problème sur les paquets perdus. Et on va avoir direct les compteurs associés sur le troubleshooting avec tous les éléments. Sur le troubleshooting, pour ceux qui ne connaissaient pas, parce que ça a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça, on a toute la partie alerting, qui est un alerting de deux types. Alerting de type temps réel, comme une supervision. Donc ça, souvent, vous avez déjà des supervisions en interne, mais là, elle est très, très axée VMware, avec on peut faire des combinaisons d'alertes pour les notifications, etc. Mais on a aussi l'alerte de type pilotage. Alors là, je m'explique, c'est du type, sur le capacity planning, par exemple, je veux être alerté si je suis à saturation dans moins de X jours. Le temps de me retourner, le temps de nettoyer, le temps de planifier le rachat de serveurs, etc., etc. Sur le troubleshooting, alertez-moi si j'ai des VM qui se dégradent depuis plus de X jours. Ça évite, ça permet de voir avant que ça arrive dans la supervision, des VM qui se dégradent et d'anticiper les problèmes. Sur l'aspect coût, si j'ai une politique de coût interne et si je vois qu'il y a des gens qui vont gérer, qui créent des très grosses VM ou des choses comme ça, j'ai de l'alerte là-dessus, etc., etc. On est plutôt sur de l'alerting de type pilotage, ce qui permet d'anticiper des soucis, des choses comme ça. Ça vous va cette partie-là? Je continue. KPI, toujours pareil. On a des visions très manager avec des dashboards très visuels. Ça plaît pas mal. J'aime bien montrer la partie troubleshooting où je ne crois pas qu'Armor se soit connecté. Armor, ils sont clients depuis pas mal de temps. Et ils regardent tous les mois les indicateurs en fait, de direction sur la partie infrastructure. Et pour anecdote, ils avaient explosion sur la partie réseau. D'un seul coup, en fait, ça se dégradait énormément. C'est passé d'un seul coup. Et ils avaient un peu changé leur infra juste en dessous. Et pourtant, ils n'avaient pas trop de retours utilisateurs, de problème, mais ça les a inquiétés quand même. Ils ont fait une analyse et ils se sont rendus compte et ça a permis de détecter un bug VMware en fait, qu'il y avait dessous côté réseau. Donc, c'est comme quoi prendre de la hauteur, ça a vraiment du sens et ça permet de voir tout ça. Sur la partie Green IT, on a rajouté pas mal de choses. Pour rappel, on est toujours capable de remonter automatiquement la consommation électrique des serveurs physiques, de calculer un coût électrique à la VM, un coût CO2 aussi à la VM, etc. On est les seuls à le faire, cette partie-là. Et ça permet de faire pas mal de choses. Mais là, on va beaucoup plus loin et l'objectif, c'est que cet onglet soit un onglet beaucoup plus complet. Et je vais m'arrêter surtout sur la partie data center. Là, vous installez des C-Scopes et tout de suite, vous avez l'impact CO2 global de vos serveurs. Quand je dis l'impact CO2 global, c'est ce qu'on appelle l'énergie directe. Donc, c'est la consommation électrique rapportée en équivalent CO2. Mais c'est aussi ce qu'on appelle l'énergie grise. Et l'énergie grise, c'est quoi? En fait, c'est l'impact environnemental de la fabrication, du transport et du recyclage des serveurs.
sais pas si ça vous parle, ça, mais si on veut analyser l'impact environnemental complet des serveurs, c'est à la fois sa consommation électrique, mais c'est aussi ce qu'il a nécessité pour sa fabrication, son recyclage. Ça, on a travaillé avec une société qui s'appelle Quantis, qui nous a permis d'avoir des facteurs d'émission, facteurs des processeurs, de la RAM et du modèle. Ça, c'est intéressant, ça fournit des indicateurs que les responsables Green IT n'ont pas. Mais derrière, OK, c'est bien, mais comment j'agis, quoi? Les actions, on va pousser plusieurs actions. Gérer l'âge moyen des serveurs physiques, améliorer l'efficacité de mon data center, le PUE. Si je vais chez un hébergeur qui a un PUE un peu meilleur, je suis plutôt à 1,4 plutôt que 2. Je vais aussi améliorer, prendre un contrat chez un contrat vert, un contrat plutôt qu'un contrat EDF classique. Ça, c'est des actions plutôt moyen terme. Mais je vais aussi être capable, par contre, je vais me remettre sur le filtre All. N'hésitez pas s'il y a des questions pendant ce temps-là. Une notion qui vous parle ou pas. Pas hésiter. Hop. Ça, VM2DO. Ici, je reprends le serveur, l'infrastructure globale, parce qu'on est capable aussi, derrière, de trier, vous allez voir, par efficacité énergétique, les serveurs. Ici, les serveurs. Hop, je retourne dessus. Nous, on a créé 2 indicateurs qu'on a créés nous-mêmes, qui sont le TE et le CE. Le TE, c'est le coefficient théorique d'efficacité énergétique. C'est quoi? Nous, on a la vision des serveurs et de leur capacité, mais aussi de leur consommation électrique. Donc, on va rapporter les deux ensemble et on va dire, voilà, ce serveur-là, c'est un très bon serveur, il a un petit TE parce qu'il y a une grosse capacité, mais il consomme peu. À l'inverse, ceux qui ont un gros TE, c'est que souvent, c'est des vieux serveurs. Pas toujours, hein, parce qu'il y a des faux serveurs. Et en fait, c'est des serveurs qui n'ont pas une grosse capacité, mais qui consomment beaucoup. Donc, l'intérêt déjà ici, c'est qu'on va trier par efficacité les serveurs. 2, on va pouvoir comparer l'efficacité théorique avec l'efficacité réelle. Ce serveur 102, c'est un très bon serveur, mais il est très peu utilisé. Son efficacité actuelle, le current, très mauvais. Donc déjà, faut l'utiliser. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais on va proposer des plans de renouvellement aussi. On dit voilà, actuellement, cette infrastructure qui est importante, il y a 98 serveurs physiques. Si je mets l'équivalent du serveur 102 à la place des vieux serveurs, finalement, j'aurai plus que 80 serveurs. Et donc, je vais gagner aussi sur la consommation électrique globale. Et dans mon plan de renouvellement interne, je vais gagner aussi sur mon impact CO2. Et je vais gagner aussi souvent sur les licences et d'autres choses derrière. Voilà sur la partie Green IT. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie Green IT? Je sais que ce n'est pas forcément des sujets que vous avez tous les jours, ou des choses comme ça, mais il ne faut vraiment pas hésiter là-dessus. Question, remarque? Plus une remarque, Cédric. Ouais. Alors, moi, c'est des questions que j'ai traitées depuis chez certains clients. C'est pas anodin, il n'y a pas de produit qui sait faire ça. Donc, il ne faut pas croire que c'est une niche, hein, c'est pas vrai. Moi, c'est que mon expérience, mais à partir du moment où on fournit des plateformes de virtualisation pour des très gros clients qui font des avions et puis des choses un petit peu plus belliqueuses, on va dire, ils se retrouvent avec ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils fournissent des data rooms, des data centers, et il faut optimiser les licences, il faut optimiser la conso, de manière globale. Et aujourd'hui, avec la démarche FinOps, qui est arrivée avec le cloud, en fait, on se rend compte qu'avec le mode hybride, on se retrouve à revenir vers ce qu'il y a on-premises. Et la difficulté, en fait, c'est d'avoir un outil qui permet de faire le lien entre tout ça. Donc, mon avis perso, c'est qu'il faut continuer à pousser, parce que les gens pensent que la virtualisation, c'est quelque chose d'acquis et tout, mais il y a encore beaucoup de gens, on est tous là, on le sait, hein, il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d'expertise sur le sujet. Je pense que vraiment, il faut axer par la suite pour les perfs aussi, ne serait-ce que changer de… Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais
à un moment donné, changer des SSD SATA ou SAS pour des NVMe, ça permet d'avoir dans le même encombrement plus de perf avec peut-être des consommations plus faibles. Donc peut-être aller jusqu'à ce détail-là d'ici, je sais pas, une ou deux releases. Ouais, Mais bien. c'est pertinent, c'est demandé. Mais ce que tu dis, tu as complètement raison. Nous, le constat qu'on fait chez plein de clients, encore, hein, même des gens qui ont de la Virtu depuis longtemps, c'est que ils l'ont mis en place. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de partenaires, il y a du conseil. Hein, c'est qu'ils ils rajoutent des VM, ils suivent, mais ils n'ont pas une vision claire de ce qui se passe dessous. Et comme ils n'ont pas une vision claire de ce qui se passe dessous et qu'ils ne maîtrisent pas forcément tous les compteurs, toutes les spécificités, ben, ils perdent du temps sur des analyses. Deux, ils n'osent pas optimiser. Ils n'osent pas rationaliser, ils n'osent pas densifier leur serveur, ils n'osent pas faire des modifs. Ils laissent comme il est l'infra, ils y touchent le moins possible. Alors qu'il y a plein de choses en fait qui, quand on fait les optimisations, qui vont optimiser les perfs et deux, gagner en capacité, quoi. Et ce que je montrais tout à l'heure sur la visibilité, sur les VM, nous, ce qu'on engage, c'est nos clients, c'est de plus en plus à remplir la fiche d'identité de la VM. La fiche d'identité de la VM, c'est vraiment l'outil qui va permettre de comprendre le cycle de vie de la VM. Le cycle de vie de la VM, ce que je dis toujours, c'est que vous êtes super fort sur la phase création des VM et la phase redimensionnement, suppression, vous n'êtes pas bon. Ou plutôt, il y a des axes d'amélioration. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas toujours qui a demandé la création de la VM. Donc, si on ne sait pas forcément si elle est utile, pas utile, ou qu'est-ce qu'elle fait. On ne sait pas quand est-ce qu'elle tourne, on ne sait pas. Et au bout d'un moment, nous, on dit à tous nos clients, enrichissez cette vue synthèse, ou par exemple, dans les commentaires, soit vous remontez des commentaires qui viennent de VMware, vous avez saisi dedans, soit vous saisissez ici en disant, ben voilà, la VM 252, c'est une VM qui ne tourne que lundi, vendredi, 8h, 18h. La VM X, c'est une VM qui fait très peu de choses, qui est idle, mais qui est utile. Donc, on peut la mettre sur d'autres serveurs et densifier, etc., etc. Il y a plein de leviers d'optimisation sans prendre de risque du tout. Sans prendre de risque du tout. Mais ça nécessite un petit peu de connaissances, d'outillage et de savoir-faire, d'y aller. Et de changer un peu de certaines habitudes aussi. Je ne sais pas s'il y a des remarques dans ceux qui sont. N'hésitez pas à ouvrir vos micros pour échanger. Je vais continuer à présenter les choses, mais on a déjà vu pas mal d'éléments. C'est plutôt l'objectif, c'est de remontrer un peu la V8. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour ceux qui ont lancé la V7. On a plein d'éléments. Voilà. Je continue. Hein. Voilà, par exemple, si je suis sur la VMView, là, c'est tous les OS. On peut les ressortir très rapidement. Avec, si je veux. Ouais, vas-y. Je ne sais pas qui c'est, mais. Ouais. J'ai une question. Je voulais savoir par rapport au rapport, est-ce qu'il y a possibilité de les personnaliser Ah oui, c'est vrai que je ne suis même fournir, pas allé sur les. Ouais, très bonne question. Et ça fait En fait, les rapports, c'est vrai que je ne les ai même pas montrés. C'est que ici, on a refait aussi la vue rapport. On a des rapports management automatiques, des rapports opérations, des rapports recommandations. Mais comme avant, on peut aussi générer son rapport. Et par exemple, ici, je veux me faire un rapport global. Je fais n'importe quoi. Je vais l'avoir en français, en anglais, en espagnol. Je peux en avoir spécifique à la VM infrastructure, c'est beaucoup plus global. Et après, je choisis mes filtres. Donc, est-ce que je veux un rapport global ou que sur le cluster 4 ou que sur le DC6, etc. Moi, je prends le cluster 4. Je vais l'appeler global email. Hop, on se rappellera. Ici, si je veux l'automatiser, je mets oui. Et après, je dis à qui je l'envoie automatiquement. Donc, très simple. Et après, la périodicité. Je mets non. Après, je choisis mes pages. Je dis, voilà, je veux agir tous les comportements d'événements, ça m'intéresse pas, je veux que les recommandations, etc., etc. Et hop, je choisis les pages que je veux mettre dedans et automatiquement, ça va créer ton rapport. Et c'est ce que font nos clients. Ils vont avoir des rapports plutôt direction, des rapports plutôt optimisation, parce qu'ils font ça tous les trimestres, ils vont optimiser, ils envoient ça à des filiales. Ils vont avoir des rapports aussi pour les hébergeurs, ce qu'on appelle les services delivery managers. Ils vont générer leurs rapports pour leurs clients automatiquement avec ça. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut mettre son logo aussi dessous pour personnaliser tout ça, en fait. Donc là, j'ai lancé, il y a beaucoup de pages, j'en avais déjà ouvert, en fait. Ouais, donc là, ils sont là. C'est vrai qu'ici, par exemple, ça, c'est le type de rapport. Ça, c'est le rapport plutôt direction, où c'est plutôt assez visuel, en fait. Voilà, en fait, est-ce que c'est rapport management? Je ne sais plus.
Non, ce n'est pas le rapport de direction, ça c'était un rapport un peu plus global. Le rapport de direction, c'est celui-ci. Vraiment, ils sont assez sur des gros infras, etc. On a essayé de penser qu'est-ce qui serait utile sur le bureau du directeur infrastructure. Donc, on peut oui, personnaliser et faire autant de rapports. Et tout ce que je vous ai montré, ça, vous ferez ça aussi rapidement sur votre infrastructure. C'est vraiment à chaque fois quelques clics, en 2 clics. Tiens, il y a quelqu'un qui aussi, ça permet de voir la nouvelle interface pour se connecter. On est lié avec l'AD, etc. On a aussi beaucoup d'API derrière, aussi ouvert avec des API. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je propose d'ouvrir la conversation sur est-ce que ça répond à vos attentes sur les points. J'ai une question. Si c'est prévu d'intégrer ça avec les solutions VMware qui sont en cloud public? Parce qu'en fait, on en voit de plus en plus, ils sont partout maintenant. Il y a Azure, AWS et tout. Et les solutions que proposent les fournisseurs de cloud public vont pas autant dans le détail. Et des fois, ça peut être intéressant d'avoir, je sais pas moi, une appliance directement dispo, je sais pas moi, dans AWS. Comme ça, on fait du vSphere dans AWS et puis on utilise le produit comme si on était on-prem, quoi. En fait, si on est dans du cloud entre guillemets public sous VMware, on sait remonter les infos, ça on le fait. Par contre, oui, on aimerait bien pouvoir un outil de pilotage multi-cloud. J'avoue qu'on manque un peu de force vive. Mais c'est dans les tuyaux. En fait, dans la feuille de route, pour info, on travaille, on va améliorer des choses sur la partie Green IT encore, on nous remonte de plus en plus d'infos, par exemple. On va travailler sur la partie réseau, qui va aussi enrichir la partie Green IT notamment. On va aussi travailler sur la partie, tout ce qui est Kubernetes, etc. Et on va aussi travailler sur la partie indicateur spécifique VDI aussi. Il y a aussi de la demande par rapport à ça. Et le multi-cloud est aussi un sujet par rapport à tous ces éléments. Et c'est vrai que, comme tu le dis, le sens de l'histoire, c'est l'hybridation. On le voit bien, nous, le tout ou rien, ça n'a aucun sens. Les gens, sauf si on démarre de from scratch, mais pour des gens qui ont déjà les infrastructures, ceux qui ont voulu basculer tout dans le cloud public, mais ils sont mordus les doigts et ils reviennent en arrière. Et le sens de l'histoire, c'est d'avoir l'hybridation et d'être en capacité de piloter l'ensemble. Ça a vraiment du sens. Ouais. C'est un sujet. Et là, pour l'instant, on a des bribes de trucs, mais je préfère rien annoncer là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Martin, sur le stockage des données, là, tu parlais tout à l'heure d'un échantillonnage à 1 minute sur toutes les données. C'est pour toute la durée de stockage des données ou il y a quand même une limite dans le temps en fait, à cette granularité? En fait, tu vois, par exemple, cette base de données qui est un client anonymisé, c'est un client qu'on a depuis 3 ans, en fait. Et on a tout à la minute. Tu descends dessus. Après, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un gros travail qui est fait sur la base de données. Et on va garder les pics, on va garder les moyennes, mais il y a plein de données inutiles qu'on vire. D'accord. Et au bout d'un certain temps, on a peu de clients où ça arrive au bout et de toute façon, on a moyen de purger les vieilles données. En fait. Donc, ce n'est pas forcément sur tous les indicateurs qu'on a une granularité à la minute. Mais non, tous n'ont pas besoin d'une granularité à la minute, oui, complètement. Okay. Mais la base de données, dans les courbes en tout cas, ce que je vous ai montré tout à l'heure, si on va sur les courbes, on garde la granularité à la minute. D'accord, ok. Et ça, c'est vraiment une force énorme. Je vois, pour tous ceux qui ont l'outil, c'est vraiment quelque chose qui facilite beaucoup les analyses. Il reste 5 bonnes minutes. Profitez-en qu'on fasse un peu un VMUG interactif. J'avais une petite question. Ça se passe comment? C'est en termes de VM, en termes de SX? Le licensing? Oui, pour utiliser des C-Scope. Les C-Scope, en fait, on est en termes, c'est plutôt nous, on a une logique en termes de VM. Quand je parlais du ROI, c'est comme ça, plus on a de VM, plus ça coûte cher, mais plus on a de retour sur investissement. Sachant qu'on a des prix qui sont... et en termes de licensing, on fait soit du locatif, soit de l'achat.
Et on va avoir des paliers de prix entre 0 et 100 VM, c'est un petit peu plus cher qu'entre 100 et 500. Après 500 VM, c'est encore un peu moins cher, etc. Donc, des paliers. D'accord. Mais tous nos clients ont dit qu'on a du retour sur investissement parce que par rapport à ceux qui connaissent un peu Verops, qui est un très bel outil, on est souvent comparé à Verops. On est plus packagé, souvent moins cher et plus optimisé. On est plus sur du mid-market, même si on a des clients qui ont plusieurs milliers de VM aussi. D'accord, merci. Mais il ne faut pas hésiter à tester, à échanger. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, des points, des points à soulever ou même comme je sais qu'on est contre V-Expert. Tout à l'heure, on parlait de supervision. Est-ce qu'on peut pousser des alertes dans des outils de supervision type Centréon? Oui, tout à fait, en fait. En fait, ce que je n'ai pas montré ici, c'est qu'on peut créer plein d'alertes, on peut les notifier. Et quand on crée une notification, hop, on va l'appeler notif, on va l'appeler Vmug. Tac. Hop. Donc, c'est vraiment super simple. Et on peut la mettre en SNMP en email. Donc, on peut les pousser, en fait. Okay. Et ça se fait de plus en plus, justement. Justement, pour éviter d'avoir plein de consoles, etc., on va remonter les alertes aussi de pilotage dans la supervision ou certaines personnes. Votre avis sur la V8, pour ceux qui connaissaient un peu la V7? Il y a des retours? Puisse faire des témoignages, des choses, ou ceux qui connaissent un peu les outils concurrents aussi. Bon. Ouais, par rapport à Verops, ça a l'air un peu plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple que Verops. Ouais. Un peu moins lent aussi. C'est un peu on essaie de garder le côté simple, même si l'outil est de plus en plus complet en fait. C'est vraiment on enrichit et c'est vrai que d'avoir refondu un peu l'interface. Oui, l'outil est beaucoup plus simple et tout le monde nous le dit, même si on constate là on a fait pas mal on a appelé pas mal de clients. On se rend compte que nos clients n'utilisent souvent qu'une petite partie. Ils sont partis sur une partie de l'outil d'usage parce qu'on prend l'habitude et puis après on a formé au tout début puis on n'a pas forcément réactualisé les formations, on fait d'autres choses. Et l'outil est quand même très riche. Et on aimerait bien qu'il y ait plein de choses à faire. Mais oui, l'outil est beaucoup plus simple, il n'y a pas photo. Et non, après, ce qui manque, c'est l'échantillonnage aussi, qui est assez. Qui est assez large. Après, quand on va plus loin dans le temps sur Verops, et du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'analyser. Oui, ça, c'est aussi la force. Ouais, l'échantillonnage. Mais Verops, déjà, eux, ils sont pas à la minute, ils sont toutes les 5 minutes. En termes d'échantillonnage. Oui, c'est vrai. Dès le départ, c'est 5 minutes, pas la minute. Donc, ça change pas mal de choses. Et après, en plus, ils ont une moyenne un peu plus tard. Ouais. Mais c'est un bel outil aussi, hein, c'est d'autres trucs. On a des clients qui ont les deux, en fait. Par exemple, on est avec La Poste. Ils ont des C-Scope et Verops, mais ce n'est pas les mêmes personnes qui utilisent. Par exemple, La Poste, ils ont tous les produits, c'est normal. C'est vrai, et en plus, c'est le meilleur client de VMware. Mais c'est aussi, par exemple, Verops, il n'y a pas beaucoup de managers qui utilisent Verops, à ma connaissance. Parce que c'est quand même, souvent, on l'utilise un peu pour le troubleshooting ou des choses comme ça. Pas que, les admins ont déjà du mal à l'utiliser, Verops. C'est ce que j'ai. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais même s'ils ont vachement progressé, hein, c'est assez. Il y a une fonctionnalité qui est sympa sur Verops, qui peut être sympa, c'est tout ce qui est super mesure là. Ça, il y a un outil comme ça sur des C-Scope pour. Qu'est-ce que tu appelles super mesure? On peut récupérer des valeurs, refaire des calculs pour avoir d'autres stats qu'on n'aurait pas forcément par défaut. Des cumuls, des choses comme ça en fait. Ouais, tu peux déjà un peu voir dans les graphes, mais ça ne sera pas en stats. Tu vois, les graphes, je sais que nos utilisateurs utilisent beaucoup des graphes. Cette partie-là où tu cumules vraiment tout ce que tu veux. Je prends 250. Par exemple, je prends un exemple. Je veux calculer sur un resource pool. Le nombre de RAM qui sont alloués à mes VM et diviser la valeur par 2, par exemple. Est-ce que c'est un type de mesure qu'on pourrait avoir? Ouais, tu te fais. Non, on est.
En fait, comme on veut rester simple, on n'a pas cette difficulté-là. D'accord, ok. On saurait le faire nous, si on nous le demande. On va pouvoir calculer ça, parce qu'on a toutes les données. Mais l'utilisateur en tant que tel, non, on ne pourra pas. Il n'y a pas cette notion de je crée mon calcul. L'interfaçage, je sais qu'avec Verops, je crois qu'on en avait discuté aussi avec toi, c'était le fait de pouvoir récupérer les données, par exemple faire du capacity, mais sur des baies de stockage. Ça, c'est pas quelque chose une fonctionnalité qui sera possible avec des évolutions possibles. C'est dans les évols, si c'est en tête. On veut s'ouvrir sur plus de choses, et notamment le stockage qui est quand même vachement demandé sur l'aspect stockage. Parce que généralement, en fait, nos clients, ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir des capacity planning communs, en fait, avec le stockage, le réseau, l'infra VMware notamment. Et donc, je suis en phase là-dessus. Après, c'est sur le stockage, comme il y a pas mal de choses qui sont mutualisées, des choses comme ça, c'est jamais très évident. Il suffit de passer sur du vSAN pour avoir les documents. Exactement. Avec vSAN, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ça fait une petite mission vSAN, tout à fait. Sur l'aspect, si je reviens sur notre feuille de route, parce que les éléments que j'ai évoqués, l'aspect réseau, Kubernetes et VDI, pour vous, ça vous paraît cohérent, pas cohérent? Un peu voir vos retours. On est toujours un peu participer. Oui, c'est vrai que VDI, on n'en a pas parlé. Oui. Vous avez fait un truc là-dessus? On a des compteurs, on n'a pas de compteur spécifique pour l'instant VDI en tant que tel. Ouais. Mais on sent bien qu'il y a un vrai besoin, parce que c'est vrai que ils ont arrêté côté VMware for Horizon. Là. Ils poussent pas mal Control Up côté truc. Mais on voit qu'on peut faire déjà pas mal de choses. Nous, on est en train d'étudier ça. C'est bien un truc obscur, c'est bien le VDI des fois pour les perfs. Ouais, ça c'est clair, c'est pas le plus simple. C'est pour ça qu'il y a un marché aussi. Les éléments. Donc, en tout cas, je vois qu'il est midi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Noam si vous n'avez pas mes coordonnées. S'il faut échanger, si vous voulez tester la solution, c'est toujours pareil, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez suggérer, échanger, si vous êtes partenaire, on est complètement open. Et c'est ça qui manque un peu de ne pas se voir en direct avec les VMUG. Ça ferait plaisir de discuter, puis de voir. Mais on fera ça. Et pour info, on va fêter bientôt les 10 ans aussi de 10 pas d'Essescope, mais en septembre prochain. On est une start-up, on est plutôt innovant qu'une start-up maintenant. On est plutôt. Voilà les dernières actualités. Mais, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Je ne sais pas s'il restait dans des commentaires dans le blog, je ne vois pas en fait, ou dans le chat. Je ne sais pas s'il y avait des éléments. Non, il n'y avait pas plus de commentaires. En tout cas, encore un grand merci Noam et au VMUG pour tout ce que vous faites, parce que je sais que c'est du boulot. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, on échange, et puis on est toujours dans le participatif, et puis n'hésitez pas. À bientôt à tous. Merci Martin, c'était très bien. Et belle version 8, et en effet, j'aime mieux ce côté interface que. Juste pour l'anecdote, pour ceux qui. Noam, quand je lui avais montré j'avais fait une démo chez je ne sais plus qui avec lui. Et Noam m'avait dit, il m'a fait une petite réflexion en disant qu'il trouvait la V7 un peu old school, non? Ou c'était pas ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Oui, que ça ressemblait, il y avait un peu des couleurs graphiques qui me faisaient penser à du Windows 95. Alors, c'est bien, c'est vintage, c'est à la mode, cool. Mais bon, quand tu es tous les jours dessus, je me dis quand même, c'est plus sympa d'avoir un truc. Voilà, non, c'était une petite blague. Non, mais c'est très bien, Martin, c'est très bien. Et je profite avant de clore la session. On est en train de travailler avec toute l'équipe du VMUG. On est en train de travailler pour un roadshow au mois de septembre-octobre. Ce sera plutôt début octobre, je pense. C'est un roadshow, c'est quoi? C'est un tour de France. On va essayer de venir dans plusieurs villes. Donc Nantes, évidemment, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse. On va essayer de venir en région comme ça et passer une fin de journée, c'est-à-dire plutôt en mode after work, donc à partir de 17h30, 18h,
tout simplement pour boire un verre ensemble et pour renouer un petit peu avec le contact humain. Donc j'espère qu'on pourra le faire fin septembre, début octobre. Ça s'annonce bien. Demain, je pense qu'ils ouvrent déjà les terrasses. Donc j'espère qu'en mois d'octobre, il fera beau. Et si on va un peu plus dans le sud, en plus de la France, on pourra squatter les terrasses. Donc voilà, donc c'est juste la petite info. On est en train de préparer ce roadshow-là. Donc tenez-vous au courant. Hein, on poussera les invitations, je pense, fin juin, début juillet et sûrement début septembre également. Donc voilà, ce sera un énorme plaisir de vous retrouver et de pouvoir partager ça c'est sûr qu'on retrouve un petit peu ça sera du bien. Et puis ça fera du bien. Voilà. Mais bonne journée à tous et puis à bientôt en fait. J'espère. Merci à vous tous. Bonne journée. Bonne journée à tous.